Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous. Très heureux de le partager avec vous, notamment les directeurs administration et finances. Alors aujourd'hui, on va avoir une thématique qui va vous parler parce que quelque part, je suis certain que vous l'évoquez assez régulièrement. Comment se transformer pour créer de la valeur et optimiser la compétitivité de l'entreprise. Alors pour en parler, deux personnalités sont avec moi pour m'accompagner. Tout d'abord quelqu'un qui a démarré dans le milieu des médias en tant que journaliste, puis a été directeur de la rédaction des sports du groupe Canal+, ensuite directeur général du groupe L'Équipe, directeur général du PMU. Aujourd'hui, il est le dirigeant fondateur de la société The Fellow Company. C'est monsieur Cyril Linette. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. Merci pour cette biographie magnifique, c'est très sympa. J'aurais pu, vous savez, le parcours est très synthétique, beaucoup plus long, mais c'est très bien. Mais voilà, ça vous démontre en tout cas, vous verrez, parce que des transformations, il en a fait. Et avec nous, une société, Workday, pour pas la citer et la nommer, et quelqu'un qui est actuellement son directeur commercial finance chez Workday, c'est monsieur Stanislas Ebrard. Stanislas, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Alors, avant qu'on débute, puisque j'ai cité la thématique centrale, messieurs, derrière, il y aura 3 sous-thématiques que je vous donnerai comme ça. Vous les aurez aussi, et vous pourrez suivre les échanges et débats qu'ils vont avoir autour de ça. Juste un petit mot, Stanislas. Workday, si tu devais comme ça un petit peu définir, alors pas de faire la traduction de work et de day, je pense que ça va sembler brouillé, mais si tu devais un petit peu définir Workday, ce que ça peut... Alors de manière générale, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est Workday, c'est un outil qui accompagne les entreprises dans la digitalisation de la fonction back-office. Et de manière générale, c'est un outil qui vous accompagne dans la transformation de manière vraiment globale. On n'est pas juste là pour traiter la fonction RH et finance et remplacer des outils existants. On est là pour accompagner dans l'évolution de l'operating model de la fonction back-office de l'entreprise. Intéressant, vous avez remarqué, écouté, entendu, il a parlé de transformation, ça tombe bien, on va en parler. La première thématique, ce sera de modéliser une vision positive pour tous. Vision souvent descendante, ce qui est logique, mais il faut lui donner un sens positif. Deuxième thématique, valoriser les changements, adopter les nouveaux outils. Pour le coup, on a bien compris que Workday en proposait. Et puis, dernière thématique, la transformation pour créer de la valeur. C'est là où il va y avoir pas mal de choses à dire. On va débuter, messieurs, tout de suite avec cette première thématique, modéliser une vision positive pour tous. Alors, c'est vrai que souvent la vision, elle tombe descendante, elle vient de la direction générale, mais il faut lui donner pour les collaborateurs un sentiment d'appartenance, une forme de quelque chose de positif pour que ça puisse sur le marché avoir sens et faire écho. Ouais, bien sûr. Je pense que de manière générale, il y a vraiment un état d'esprit, une culture qui est importante et qui découle des leaders. C'est à eux d'insuffler un petit peu cet état d'esprit. Mais effectivement, cette vision positive, elle est indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise. Si on regarde dans la vie de tous les jours, quoi qu'il arrive, les réussites, elles font suite à souvent beaucoup d'échecs. Et c'est cette capacité à pouvoir recommencer, se remettre en question en permanence qui va nous mener à la réussite de certains projets, d'un projet d'entreprise, d'un projet personnel. Mais c'est cette capacité à se remettre en question de manière régulière qui nous conduit à ces succès. Cyril, c'est ce que dit, ça fait penser à une phrase d'un ami disparu qui était Gérard Rouillet, qui disait « Le talent, c'est le rebond ». C'est un peu ça le côté positif, c'est-à-dire il y a un échec, mais il faut rebondir, il faut... Qui dit transformation dit que quelque chose ne va pas. Et c'est là où c'est compliqué effectivement de le vendre aux salariés. Moi, je suis effectivement un manager qui est débarqué à plusieurs reprises dans des entreprises qui sont de belles entreprises patrimoniales, que tout le monde connaît. Pour pas parler de Canal, où je suis resté plus longtemps, mais dans des rôles différents, pour parler de L'Équipe et du PMU, c'est 2 belles entreprises patrimoniales, tout le monde les connaît, mais c'est 2 entreprises qui, victimes de ce qu'on appelle la disruption digitale, souffraient beaucoup et perdaient beaucoup d'argent. Donc quand vous arrivez avec un profil de manager de transformation, vous n'êtes pas forcément accueilli avec des fleurs, parce que les gens savent que vous allez changer beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que moi je préfère de plus en plus le terme transition à transformation, parce que d'abord je trouve qu'il est galvaudé ce terme, et parce que finalement
il y a un côté moins négatif peut-être à la transition. Voilà, on doit transiter vers un modèle pour l'équipe, un modèle papier vers un modèle digital, pour le PMU à l'époque vers un modèle point de vente, vers un modèle e-commerce. C'est une transition et finalement on est dans une société en transition environnementale, écologique, financière, business, au niveau des valeurs. Enfin, tout est en transition partout et je trouve que c'est un terme qui englobe un peu plus des valeurs positives que transformation qui fait tout de suite un peu peur. Simplement pour quelques recettes, à mon avis, pour effectivement embarquer, créer une vision positive. Pour le DG, puis je vais parler aussi de ce que j'attendais des DAF, puisque c'est ou des CFO, puisque c'est le sujet. Pour le DG, d'abord avoir un objectif clair et l'annoncer. Je pense qu'il faut que ce soit absolument clair. Donc le PMU, par exemple, c'était on va faire tout le contraire de ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc forcément, c'est pas facile. Et d'ailleurs, on l'annonce en des termes clairs et pas toujours en des termes diplomatiques. Donc c'est important. Moi, j'ai compris au fil du temps que la diplomatie, évidemment, ça comptait beaucoup. Donc un objectif clair. 2, mettre en avant les bénéfices. Disons, voilà, si on fait un nouveau journal, il y aura des bénéfices pour le lecteur, donc pour vous. Et puis troisièmement, être sincère, parce que les transformations, les transitions, c'est aussi du sang et des larmes, il faut le reconnaître. Il y a des plans sociaux, il y a des restructurations, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des gens qu'il faut former. Et donc, il faut être plutôt que transparent, qui est un terme que j'aime pas. On n'est pas transparent, mais il faut être sincère. Être sincère, ça veut dire, je peux pas tout vous dire, mais en gros, il va se passer des choses et soyons-en conscients. Et qu'est-ce qu'on attend quand on est DG dans un cas comme ça, d'un DAF, d'un CFO ? C'est d'abord un apport stratégique, on en reparlera peut-être. Pour moi, le DG a 2 bras armés, mais c'est ces 2 bras armés les plus proches qui sont le DRH et le DAF. Ça va complètement ensemble, donc un vrai apport stratégique. J'ai toujours utilisé mes DAF comme des supports stratégiques, comme des sparring partners aux stratégies que je pouvais imaginer. C'est là pour tester un peu la vision ou la philosophie, quoi. Oui, absolument, mais toujours, ça fait partie, voilà, vous pouvez utiliser des sparring partners un peu partout dans l'entreprise, mais ils ont tous, si vous prenez le directeur commercial, par rapport au marketing, il va avoir un avis qui va avantager le directeur commercial. Si vous prenez l'IT, il ne va pas vouloir trop de projets, parce que ça va encombrer sa roadmap. A priori, le directeur financier et le DRH, c'est les individus les plus globaux, les plus transverses et les plus neutres. Donc c'est vraiment, quand vous montez une équipe de management, c'est les deux plus importants pour vous, c'est ceux avec lesquels il ne faut pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre vous et entre deux. Donc c'est très important. Et les outils, évidemment, c'est important. Je sais que WordDev fait ça. Quand ils peuvent correspondre, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc les demandes autour du DAF, c'est cet apport stratégique, c'est un pilotage rigoureux des coûts, parce que forcément, qui dit transition, transformation, dit baisse des coûts, en tout cas sur une partie de l'activité. C'est un pilotage rigoureux des investissements. Donc oui, un investissement dans des outils, mais il faut choisir les bons. C'est pas la peine de farcir encore l'entreprise de choses dont personne ne se servira jamais. Et puis, c'est la gestion des parties prenantes, parce que le DAF a aussi pour rôle, avec le DG, de gérer les salariés, les syndicats, le CSE, le board. Dans un conseil d'administration, le DG parle, mais ce que va dire le DAF, ça a aussi du poids. Et donc, c'est important de pouvoir, entre guillemets, l'utiliser aussi comme un vecteur. Donc, voilà un peu comment ça s'articule dans le cadre d'une transformation créatrice de valeur. Une transition. De transition. Je préfère ça, effectivement. Stanislas, par rapport, si on fait le rebond là sur ce que vient de dire Cyril, il a parlé effectivement des DAF, la DRH, mais il a parlé à un moment donné, il a dit les outils. Donc Workday, c'est aussi ce que l'accompagnement, j'allais dire la sécurisation quelque part aussi, c'est il y a l'échange, si on prend le cas là de Cyril, l'ancien directeur général, qui va échanger avec son DAF, avec son DRH, comme il l'a dit tout à l'heure, ses 2 bras armés. Et c'est là où toi, tu arrives avec Workday, où la capacité de dire, OK, pour les 2 entités par exemple là, on va pouvoir vous accompagner dans la réalisation. On va y venir sur la création de valeur. Oui, bien sûr. Je pense que c'est très intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au final, ces 2 fonctions, elles sont aussi intimement liées. Et nous, la conviction de Workday, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir au sein des mêmes outils la vision financière et la vision des ressources humaines. Après, je reviendrai peut-être sur les éléments qui ont été partagés et sur ces sujets de transformation. Je pense qu'il faut quand même scinder les types de transformations auxquelles on peut faire face. Je pense qu'il y a les transformations qui sont subies et auxquelles on doit réagir vite et qui amènent souvent à des situations un petit peu, des contextes qui correspondent à ce que moi j'ai eu à faire, effectivement. Exactement, un peu difficile. Et puis il y a des transformations qui sont provoquées, qui sont anticipées.
et souvent qui reflètent des entreprises en meilleure santé. On parlait tout à l'heure de culture, de culture du changement. Oui. Justement, c'est cette culture du changement qui permet d'anticiper un petit peu toutes ces transformations qui vont avoir lieu et qui vont avoir un impact assez significatif sur l'entreprise et qui nous permettent de réagir au mieux au marché et d'avoir une vision solide. Est-ce que Stanislas, ça veut dire que dans ce que vous êtes en train de décrire pour l'écosystème Workday, c'est la notion d'adaptabilité? Alors, il y a cette notion d'adaptabilité. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. D'abord, l'idée et un petit peu les valeurs de Workday, ça s'articule autour de la planification, l'exécution et l'analyse. Ces 3 points qui sont vraiment super importants et qui permettent en permanence de se challenger, d'avoir une roadmap précise. On parlait d'objectifs. On planifie les objectifs. Derrière, il faut exécuter et il faut avoir cette capacité d'analyse de l'exécution pour voir où est-ce qu'il faut ajuster les choses. Après, effectivement, quoi qu'il arrive, en permanence, il faut avoir une vision claire, un objectif à atteindre, mais on sait que la feuille de route, elle ne va jamais être respectée exactement. Et il faut effectivement cette capacité d'agilité, cette capacité à pouvoir faire évoluer le modèle. Tout à l'heure, je parlais d'operating model, la manière dont on travaille, la manière dont les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes personnes. Il faut une très forte agilité dans cette partie-là pour pouvoir accéder à ces objectifs. Et effectivement, Workday se positionne plus que comme un outil de digitalisation ou de remplacement d'outils financiers ou RH, comme un outil vraiment de transformation profonde de l'entreprise qui permet d'accompagner à très long terme les organisations dans la réussite de leurs objectifs. Alors, ce qui m'amène sur la deuxième thématique qui est valoriser les changements et notamment adapter les nouveaux outils. Tout à l'heure, Cyril, tu disais, je préfère la transition, tu disais tout à l'heure la sincérité dans le propos, mais c'est aussi dans la valorisation de ces changements, c'est les outils, savoir les adapter par rapport aux besoins de la nouvelle stratégie. C'est-à-dire, tu as dit, on ne va pas empiler les outils comme on empilerait les lois, par exemple. Non, mais les outils, ça a plein de fonctions. D'abord, ça permet, on en parlait avec Stanislas hors antenne tout à l'heure, ça permet quand même de conjuguer les données de la RH et de la finance. Moi, j'ai connu des entreprises qui ont quand même plutôt pignon sur rue, où les chiffres n'étaient pas les mêmes. Donc, on en parlait, on perd une demi-heure dans un codir à se mettre d'accord sur le nombre de TP, de salariés ou d'équivalents temps plein, où les chiffres financiers, les reportings ne sont pas les mêmes pour l'une et l'autre des directions. Donc ça, c'est le premier point, c'est injouable. Donc l'intérêt de l'outil, c'est quand même de gagner du temps. Deuxième intérêt, ça va avec, c'est qu'en automatisant les processus, ça permet de concentrer les salariés ou les cadres, les managers de l'entreprise sur la vraie valeur ajoutée, qui est la créativité et le management, le fait de s'occuper des équipes dans des phases effectivement de transformation ou transitionnelle. Ça permet une prise de décision plus précise, parce que c'est bien les prises de décision sur la base d'une intuition, enfin, c'est mieux quand même les prises de décision validées par des données absolument précises. Et quand on a des outils précis, en général, ça part plutôt d'une intuition, ça part plutôt d'une vision, mais l'intérêt, c'est d'avoir de pouvoir corroborer ça par les chiffres. Ce qui est marrant, c'est qu'au PMU, par exemple, les équipes statistiques qui étaient en charge de comprendre la mécanique des paris, comment se construisait le chiffre d'affaires, parce que c'est une mécanique assez précise. Les joueurs parient, vous récupérez 75% de la mise à peu près. Vous leur redonnez 75% de la mise, vous faites votre chiffre sur 25 et puis vous ajustez en fonction. Donc ça paraît des virgules, mais en fait c'est des très gros chiffres et ça change beaucoup dans votre propre marge et dans l'impact sur les clients parce que ça modifie leurs gains et ils voient même quand vous êtes à la marge, ils voient quand leurs gains sont. Donc vous jouez un peu votre marge sur le dos du client et de votre réseau de distribution. Donc il faut avoir des statistiques très précises de savoir jusqu'où on peut doser pour construire notre marge au détriment de notre chiffre d'affaires. Les équipes statistiques, elles étaient rattachées à la direction financière. Donc c'est assez emblématique en fait de l'importance des chiffres très précis dans la conduite d'opérations comme le PMU qui brasse 10 milliards d'enjeux par an. Donc oui, c'est des chiffres qui sont considérables. Voilà, ça permet une prise de décision, à mon avis, plus précise. Et puis je trouve aussi, moi, que doter l'entreprise d'outils de qualité,
ça développe l'employabilité des salariés qui ne seront pas forcément toute leur vie dans cette entreprise, mais être capable de dire plus tard, mais moi je connais cet outil, j'ai su m'en servir. Voilà, ça en fait des ambassadeurs et puis ça montre effectivement, c'est une sorte de formation tout au long de la vie que de savoir aussi faire autre chose qu'utiliser un tableau Excel. Donc ça a beaucoup de vertus, effectivement, de s'appuyer sur des outils pour peu effectivement qu'ils soient efficaces et qu'on n'en prenne pas trop afin de valoriser et de consolider les changements. Et consolider les changements, donc ça veut dire valoriser les changements. On parlait à l'instant là d'adapter les outils. Et tu le disais tout à l'heure par rapport à Workday, c'est aussi ça, cette adaptabilité-là. Faire en sorte que l'outil nouveau qui arrive soit pas « Ah mais non mais attends, mais moi avance », parce qu'on sait très bien que nous, humains, avec un grand H, nous n'aimons pas les changements. Voilà. Quand ça fonctionne avec un outil, mais pourquoi on devrait le changer? C'est souvent ça. Ouais, alors là, il y a une vraie approche et une choc des cultures où pendant très longtemps, on a eu tendance à faire beaucoup de spécifiques et du coup à essayer d'adapter les outils à une organisation. Maintenant, je pense que la réalité, elle est plus dans l'autre sens où on a des outils qui sont très performants et il faut qu'on s'adapte à ces outils qui intègrent ces best practices du marché, c'est la meilleure manière d'opérer. Souvent, en fait, moi, je considère que les entreprises, elles se sont développées et elles ont développé la manière de fonctionner sur des contraintes qui sont techniques et organisationnelles. J'ai pas les outils qui me permettent de répondre à mon besoin. Ce dont parlait Cyril tout à l'heure, Voilà, quand il dit on perdait une demi-heure parce qu'on avait un tableau Excel qui ne correspondait pas. Quoi. Exactement. Donc j'ai pas les outils qui me permettent de répondre à mon besoin, j'ai pas l'organisation qui me permette de répondre à mon besoin. Aujourd'hui, je suis sous-dimensionné, je peux pas fonctionner comme je voudrais le faire. L'idée, c'est en fait maintenant de disposer d'outils qui nous permettent véritablement d'avoir les meilleurs outils disponibles pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, on va avoir la capacité à pouvoir faire évoluer ces outils en fonction de l'évolution de l'organisation. On parle d'hyper-transformation, de grande transformation. Je pense que c'est cette capacité à pouvoir en permanence se challenger, en permanence à faire évoluer le modèle et qui va nous permettre d'avoir une évolution vraiment sereine par la suite. Donc je pense que c'est ça ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment ce besoin d'évoluer en permanence. On ne peut pas être dans un schéma qui est figé. Aujourd'hui, on parle de transformation, mais je dirais que ça doit être du quotidien. C'est pas je bascule d'une phase A vers une phase B. Non, c'est jamais fini de fait. Voilà. C'est jamais fini. Une transformation n'est jamais finie. Voilà. C'est changer le mindset des équipes pour qu'elles comprennent qu'elles sont dans un. Il n'y a pas un jour où on dit ah voilà notre transformation est finie, c'est bon, on est tranquille, on peut jeter nos outils à la poubelle, tout va bien. Mais non, parce qu'il faut déjà recommencer. Puis de toute manière, il y a autre chose qui est arrivé. Il y a un concurrent qui a émergé. Il y a un marché qui s'est déplacé. C'est effectivement une mentalité, un état d'esprit qui n'était peut-être pas aussi aigu il y a 10 ou 20 ou 30 ans, mais qu'il faut effectivement inculquer aux équipes. Voilà, et c'est toutes ces nouvelles technologies qui font que tout ça s'accélère, que le changement s'accélère. Et là, il faut vraiment garder cette capacité à pouvoir évoluer. Et donc, c'est là où vraiment avoir les outils adéquats, c'est important. La vision, c'est super, mais sans l'exécution, c'est rien du tout. Oui. Donc, l'exécution, c'est les équipes et les outils. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire de formidables PowerPoint, mais ça sert à rien. Super beau. Souvent d'ailleurs, plus on fait des formidables PowerPoint, moins on exécute. Voilà. On pourrait parler de. Voilà. Messieurs, quand je vous écoute, il y a une chose qui m'interpelle là, c'est que si je comprends bien quand même, il y a, ok, on a compris, on valorise les changements, on met les outils qu'il faut. Par contre, il ne faut pas que ces outils ils arrivent trop tard. Parce que vous n'arrêtez pas là de nous dire que comme le marché est en perpétuelle évolution, si les outils arrivent trop tard, eux aussi vont se retrouver sous-performants ou plus adaptés. C'est la difficulté des outils classiques. Après, je pense que Stan va en parler, mais des outils classiques qui mettent effectivement parfois plusieurs mois à être déployés dans une entreprise parce que l'IT a 50 autres projets, parce qu'il faut reparamétrer l'ensemble. Et quand ça fonctionne comme ça, quand c'est comme ça, effectivement, on se retrouve très vite avec des outils qui, une fois qu'ils sont déployés, sont déjà inutiles. Ça, c'est aussi une des forces, colonnes vertébrales. D'ailleurs, on va, Enzo, si tu veux bien, le réalisateur, on va afficher l'adresse du site internet de Workday. C'est une des verticales aussi de Workday. J'ai parlé d'adaptabilité tout à l'heure, mais c'est savoir s'adapter rapidement par rapport au marché. Ouais, on parle d'adaptabilité, on parle d'agilité. Je pense qu'un des points forts, c'est de se dire qu'on est capable de faire évoluer la manière dont on opère, les reportings dont on a besoin. On voit qu'il faut que ça évolue de plus en plus vite parce que le changement est assez rapide.
En fait, aujourd'hui, il faut avoir cette capacité à s'affranchir de personnes dont c'est le métier. Il faut redonner la main justement aux opérationnels sur l'évolution des reportings, l'évolution des processus métiers, pour que, en un clin d'œil, on soit capable de le rendre accessible. Si aujourd'hui, je dois faire un ticket pour demander au service informatique ou à des consultants externes de mettre en place un reporting qui sera livré dans 3 mois, le jour où il va être livré, il sera déjà obsolète. Et il aurait été livré 2 semaines après, ça aurait peut-être été déjà obsolète. Ce qu'il faut, c'est cette capacité, cette réactivité, cette capacité d'adaptation, il faut qu'elle soit rapide. Parce que, de manière classique, le schéma sur les anciennes générations d'outils, on était en mesure. On parlait tout à l'heure de full spécifique, donc vraiment de développement qui concerne les entités et la manière dont elles opèrent. On était capable de faire évoluer le modèle. La question, c'est combien de temps ça me prend. Et aujourd'hui, un outil comme Workday, qui est basé sur un socle technologique très moderne, et surtout une interface utilisateur très accessible, permet de faire évoluer le modèle d'un claquement de doigts. En quelques minutes, on change la manière de procéder, on met en place un nouveau reporting qui va répondre à des enjeux très spécifiques et qu'on aura peut-être besoin de faire évoluer 2 semaines après, puisque une entreprise qui a des ambitions qui sont assez significatives, elle n'aura pas la même manière d'opérer quand elle sera 200 personnes, 250 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes. Tous les jours, il va falloir faire évoluer le modèle pour la rendre plus compétitive sur le marché. C'est dans le propos, pour clôturer cette deuxième partie, mais ce que Cyril, tu nous disais par rapport au PMU et ailleurs où tu as pu passer, c'est savoir s'adapter. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Tu disais, moi, je m'appuie avec le DAF, avec le DRH. Bon, mais à un moment donné, c'est sûr que si c'est pas accompagné d'outils, d'abord, on va perdre le collaborateur, parce que malgré toute la sincérité du propos sur la transition, transformation, on va perdre du temps. On va perdre du temps, perdre le collaborateur, etc., etc. En fait. Donc il faut une réponse quand même en termes d'outillage, comme l'a dit, ce que Workday propose, d'adaptabilité rapide. Oui, puis on n'en a pas parlé encore, mais il y a tout l'aspect managériel qui est lié à la communication. Au PMU, c'est une entreprise qui fait beaucoup de business, mais qui n'affichait absolument jamais ses résultats nulle part. Et nous, il a fallu effectivement qu'on a voulu changer cette culture-là. On a voulu faire comprendre qu'on faisait tourner 25 millions d'enjeux tous les jours et que c'était important et que si pendant 3 jours nos enjeux étaient en baisse, il fallait qu'on réagisse tout de suite et pas une semaine ou 15 jours plus tard dans un reporting. Donc il faut effectivement avoir la capacité non seulement de sortir les bonnes infos, mais de les sortir sous une forme appropriée, pédagogique, pour pouvoir l'afficher dans les ascenseurs ou l'envoyer par mail à tous les salariés du groupe. Donc tous ces éléments-là, c'est ce qui permet effectivement d'aller vite et de créer une entreprise, en tout cas une réactivité beaucoup plus forte dans l'entreprise. Alors je le faisais un peu moins à l'équipe parce que je le faisais avec la régie de l'équipe. Les journalistes un peu plus compliqués, un peu plus rétifs au sujet financier, mais la démarche est quand même un peu la même. C'est quand même de faire comprendre à tout le monde que voilà, on a pour objectif de faire du chiffre d'affaires tous les jours et que ça se construit pas à pas et avec tout le monde. Donc, c'est l'utilité en effet de ce type de process sur la partie communication aussi. Oui, partie communication importante. Important également la troisième thématique qui nous amène, et oui, malheureusement le temps file, mais ça veut dire que c'est à la fois intéressant, pertinent aussi d'avoir pu créer cet échange-là. La transformation, précisément la transition, comme nous précisait Cyril tout à l'heure, pour créer de la valeur. Parce que en fait, Stanislas, quand vous accompagnez une transition, transformation, souvent c'est parce qu'une entreprise, ce qu'elle veut, c'est créer de la valeur et non pas perdre de la valeur. Oui, alors je pense qu'on en revient, au début de la conversation sur la transformation provoquée ou la transformation subie. Effectivement, le problème, c'est que si on prend cette décision trop tard, c'est une transformation qui est subie. Et souvent, on réagit dans l'urgence, on peut prendre les mauvaises décisions et du coup, ça veut dire qu'on a manqué un petit peu de vision. Effectivement, aujourd'hui, si on est en retard, on peut considérer que la transformation, elle se réalise dans un cadre où on veut éviter de perdre de la valeur, qu'on a déjà perdu de l'intérêt compétitif sur le marché et du coup, on essaye de réagir. Donc là, on sait déjà qu'on a un train de retard. Si on l'anticipe, on peut se dire qu'on est vraiment dans la projection et que là, on crée de la valeur. C'est là toute la différence. C'est subi, provoqué, création de valeur ou éviter de perdre de la valeur. Au maintien, oui. Oui, enfin,
Moi, je crois qu'elle est toujours, elle est toujours provoquée de toute manière, même si c'est plus ou moins tard dans l'échelle du temps. Moi, ce qui me frappe surtout dans ces éléments-là de création de valeur durable, c'est à quel point aujourd'hui, je pense que ça a un petit peu changé, à quel point il est important d'aligner toutes les parties prenantes. C'est que la création de valeur, il faut qu'elle soit pour tout le monde. En fait, une transformation, une transition réussie, c'est pas uniquement à l'égard des actionnaires en réalité. Si c'est qu'à l'égard des actionnaires, ça va pas marcher. Il faut que ce soit à l'égard des clients, parce que si ça s'est fait sur le dos des clients, ça marchera pas. Est-ce qu'ils vont s'arrêter d'acheter? Il faut que ça soit fait à l'égard du réseau de distribution, des partenaires de votre activité, parce que sinon ils vont lever le stylo. Il faut que ce soit fait à l'égard des salariés, parce qu'il faut qu'ils s'y retrouvent à tout point de vue, dans leur employabilité, dans les outils dont ils ont la charge, dans l'intéressement, dans la participation, dans les salaires, dans le maintien de l'emploi. Donc il y a un vrai alignement, enfin, et puis pratiquement, je dirais, même dans l'écosystème global. Le PMU, c'est 80 000 emplois qui dépendent du PMU par la filière hippique. Donc, c'est bien beau de faire effectivement des innovations digitales, de bien rémunérer les clients, de bien rémunérer le réseau de distribution, de faire plaisir aux actionnaires. Mais si la filière hippique ne vit pas de vos revenus, elle va péricliter. De toute façon, il n'y aura plus de course. Donc, vous allez perdre le Parce que la base, quand produit. même, on rappelle juste qu'il faut quand même des chevaux au départ. Voilà. Et donc, c'est ça qui compte. Et dans la presse, c'est pareil. Il y a quand même une mission d'intérêt général à maintenir. Donc, il faut réussir à faire un modèle économique à peu près équilibré. Ça ne peut pas être juste un actionnaire qui me remet au pot à chaque fois, parce que globalement, c'est pas très sain, même pour l'indépendance éditoriale et autres. Donc, il y a vraiment cet alignement des parties prenantes, et que ce soit d'une situation de départ un peu critique, qui nécessite un vrai retournement, un turnaround, une restructuration, ou une entreprise plutôt en croissance qui a besoin de se structurer. Dans tous les cas, il faut aménager effectivement une transition, une transformation qui ménage toutes les parties prenantes. Et le DAF, le CFO, a un rôle absolument crucial dans cette transformation, parce que il amène effectivement, il monitore les coûts. Et qu'on soit encore une fois en difficulté ou en croissance, il faut toujours quand même monitorer les coûts. Moi, je ne crois dans les budgets qu'aux charges. Je pense que les budgets prospectifs de croissance, pour moi, c'est des trucs qu'il faut regarder. Mais ça ne marche pas, en fait. C'est des prospections. On imagine qu'on fera l'année prochaine tel chiffre d'affaires. Mais ce truc qui compte pour moi, c'est les charges. On regarde d'abord les charges. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on dépense plus que prévu? Est-ce qu'on dépense ce qu'on a prévu? Et si on dépense ce qu'on a prévu, est-ce qu'on a raison de le faire compte tenu de l'évolution de notre chiffre d'affaires? Donc c'est d'abord l'œil sur les charges. Et qu'on soit en restructuration ou en croissance, c'est pareil. Le premier truc, c'est ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait, et on va d'ailleurs envoyer cette vidéo du côté de Bercy, parce qu'actuellement, on est sur des budgets où visiblement on a pris en compte des croissances, mais pas les. Non, mais quand on dit on fait des économies et qu'on ne fait pas d'économies, on dit en gros faire des économies, c'est faire des économies par rapport au réel de l'année précédente. C'est pas faire des économies par rapport à un budget. Oui. Ça veut dire c'est pas faire des économies, ça veut dire on va dépenser moins que prévu. Une entreprise qui raisonne comme ça, dont le seul raisonnement est de dire je vais dépenser moins que prévu, est une entreprise qui ne s'en sortira pas. Qu'elle soit en restructuring ou qu'elle soit en croissance. En croissance, elle doit effectivement, lorsqu'elle est en pleine croissance, commencer à se structurer, et c'est le rôle du DG, mais c'est aussi beaucoup le rôle du DAF, qui doit instaurer une culture dans l'entreprise, qu'elle vienne de très loin et qu'elle n'ait jamais appris à compter, ou qu'elle soit toute neuve et qu'elle n'ait jamais appris à compter non plus parce qu'elle a toujours fonctionné. Le rôle du DAF, ça doit être de dire maintenant on va apprendre à compter. Compter, ça ne veut pas dire simplement ne pas dépenser, ça peut vouloir dire investir, mais on va apprendre à compter. Et cette culture-là, elle est absolument essentielle dans toute l'entreprise, et le rôle du DAF, c'est de faire en sorte que tout le comité de direction, d'abord, qui sont ses premiers interlocuteurs au quotidien, soient ambiancés, et soient soumis au même régime et comprennent, donc il lui faut une forme d'autorité, conférée par son DG, mais aussi conférée par sa personnalité, renforcée par ses outils, si effectivement il a une vision extrêmement claire, et c'est toujours très bien de pouvoir l'étayer, mais aussi par sa personnalité. Il faut que tout ça infuse dans l'intégralité de l'entreprise. Et pour moi, ce n'est pas une question de situation de l'entreprise, c'est une question d'état d'esprit. Question d'état d'esprit, pour clôturer, parce que là on va arriver un peu au terme, Stanislas, l'état d'esprit, c'est ce que Workday peut aussi prendre, s'accaparer, digérer pour permettre à l'entreprise, en l'occurrence là, quand elle est en phase de restructuration, même si c'est une restructuration, Cyril l'a dit, hein, ça peut être provoqué / subi, la force c'est que Workday va venir en appui positif, je dirais, pour la création de valeur. Ouais, alors je pense qu'il y a des points super importants qui ont été soulevés tout au long de la discussion. On a parlé du coup de culture de la transformation, de culture financière.
Je pense que ce qu'il faut en garder en tête, c'est que dans tous ces projets de transformation, il y a quand même un élément qui est super commun, c'est la capacité à embarquer tout le monde. Oui. Donc on a parlé plein d'autres points, mais la capacité à embarquer toute l'entreprise est primordiale. Et c'est vrai que du coup, il y a un point très important et fondamental pour moi dans Workday, c'est que c'est un outil qui répond aux enjeux financiers, qui répond aux enjeux RH, mais qui est accessible à tout le monde. Et alors, évidemment, ça paraît un peu commun pour la partie des ressources humaines, parce que quand je suis salarié, évidemment, j'ai besoin d'un outil, mais sur la partie financière, c'est exactement la même chose. On est capable de venir solliciter n'importe qui dans l'organisation pour avoir un rôle à jouer dans la construction financière. Et l'idée, c'est qu'au sein de la même plateforme, on embarque toute l'entreprise, on a une expérience utilisateur qui est très agréable, et c'est là où ça rejoint le projet d'entreprise, c'est que tout le monde a l'impression d'être au même niveau, d'utiliser la solution. Voilà, on embarque vraiment tout le monde. D'être moteur du changement, voilà, d'être acteur du changement. Exactement. Et ça, c'est très important et c'est un point fondamental de Workday. On n'a pas besoin de faire une spécialisation très avancée pour pouvoir utiliser la solution, que ce soit pour l'ARH ou la finance. Vous l'aurez compris, Workday embarque tout le monde, c'est-à-dire que demain peut vous embarquer vous aussi, peut vous proposer les solutions, les outils. En tous les cas, j'espère qu'ils vous auront embarqué dans leurs réflexions, qu'ils ont pu poser sur la table pour nourrir, vous aussi, des réflexions pour le futur, pour demain. Essayer d'imaginer peut-être comment, je vous le rappelle, se transformer pour toujours créer de la valeur. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Jérôme. Merci à vous. Merci, Stanislas. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Workday. On va réafficher, voilà, encore une fois, le site internet. Merci à vous d'avoir été à notre compagnie. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, éteignez de temps en temps vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. Et là aussi, vous serez embarqué. Ah, tu dis GSM.